Rendre désirable le durable, c'est mon job, c'est mon obsession, et notamment pour accélérer la transition énergétique auprès des 5 milliards de consommateurs que nous servons tous les jours au travers de la planète. En fait, j'ai un boulot assez cool qui consiste à passer 20 à 30% de mon temps chez le consommateur ou à observer le consommateur. Sans ça, je ne pourrais pas imaginer comprendre leur désirabilité, ce qui les concerne, ce qui les inquiète, ce qui les agace et ce qui les excite. Alors, je vais vous proposer ce matin, dans ces 10 minutes, 3 pistes de réflexion. Et comme par magie des mots, ils vont se ranger derrière un acronyme en 3 lettres, qui dit désirable, dit désir, qui dit désir, dit feu. Ben voilà l'acronyme, c'est le feu. Donc je vous propose qu'on mette le feu ce matin. Et qu'elle est désirable ma douche le matin, dès mes premières 5 minutes, jusqu'à ce que je mesure la quantité d'eau que j'utilisais. 50 litres, dès les 5 premières minutes de ma matinée. 10 litres minute, 5 minutes, 50 litres. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. La plupart des douches font 7 litres minute, à 10 litres minute, et on utilise entre 5 et 7 minutes. C'est tout à fait dans la moyenne française et du monde. Vous avez 4 personnes dans un foyer, il y a 200 litres qui partent dès les 10 premières minutes de chacune de ces personnes, dès le début de la journée. Elle est désirable, mais est-elle durable ? Cape Town, 2018. Cape Town est touché par une sécheresse drastique qui force le gouvernement à rationner la population à 50 litres par jour et par personne. Et je vous disais que je passais du temps chez les consommateurs. Je suis donc parti pour vivre la vie des gens à 50 litres quand il n'y a pas d'innovation, quand c'est tout ce qu'on a. Et j'ai rencontré des femmes avec de jolis cheveux longs, qui préféraient couper leurs cheveux plutôt que de laver leurs cheveux avec seulement 10 litres d'eau pour la douche qui leur était conférée. Et ça a été durable. Ils ont évité la sécheresse, ce qu'on appelle le D0, le jour où il n'y a plus d'eau du tout dans les robinets. Mais est-ce que c'était désirable ? Alors où en est-on en France ? Ici, dans ce pays, on utilise 150 litres par jour et par personne. C'est la seconde source de carbone. En fait, je l'ai cité hier, mais la première, c'est le chauffage de la maison. Et la deuxième, c'est le chauffage de l'eau pour les douches, pour se laver les mains, laver son linge, laver sa vaisselle, etc. Et en fait, vous voyez que dans le premier paragraphe de gauche, le 81% de l'usage de cette eau concerne l'hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, les vaisselles. Et c'est exactement ce qui représente 70% de notre business à Procter, avec différents produits qui sont utilisés dans ces différentes activités. Donc on a un impact énorme, on peut avoir un impact énorme et un leadership énorme pour essayer de régler ce problème. Alors première piste, j'en ai proposé 3. La première, c'est de commencer par créer une aspiration et une dynamique positive et fédératrice. Sortir du carcan, du paradigme ancien qui est de comment on va pouvoir faire vivre des gens sacrificiellement à 50 litres par jour et par personne, à quelque chose de beaucoup plus libérateur, ce que j'appelle la nouvelle abondance. Comment on pourrait en fait créer des maisons qui tournent à 50 litres par jour et par personne, mais comme s'il en coulait 500 litres, et en plus à bas carbone. Source d'inspiration, dans l'ancien paradigme de sacrifice, on va recommander de prendre des douches courtes, peut-être même des douches froides. Rien de désirable. Et alors, s'il existait une douche circulaire qui réutilise l'eau instantanément, la filtre instantanément et permet de typiquement utiliser la même eau en continu. Et non seulement, évidemment, on recircule l'eau, mais on recircule la chaleur de l'eau. J'ai eu la chance il y a des prototypes, il y a même des produits commerciaux qui existent. J'ai eu la chance de la tester, les premiers prototypes qui sont sortis il y a quelques années, et c'était la meilleure douche de ma vie. J'avais un flot d'eau et une abondance incroyable que je n'ai jamais eu, parce que je mets des petits restricteurs d'eau. Et pourtant, le compteur indiquait 10 litres après les 5-7 minutes que j'avais pris ma douche. Alors, si on imagine ce type d'innovation à l'échelle de la maison, comment on peut créer une maison à 50 litres, qui est une aspiration de vie, qui crée des usages absolument désirables, irrésistibles, en réimaginant
la réutilisation d'eau ou des réductions d'eau, mais de façon absolument irrésistible, comme une aspiration, quelque chose que dans lequel tout le monde veut vivre. Il ne s'agit pas d'une maison pour les plus défavorisés et, de type sacrificiel, mais c'est une aspiration de vie, c'est une maison dans laquelle tout le monde veut vivre, et évidemment, elle est accessible à tous. Deuxième piste. Une fois qu'on a créé un rêve un peu fou et fédérateur, alors on peut commencer à mobiliser. Sans ce rêve, il n'y a pas de mobilisation. Et donc, je suis parti avec mon bâton de pèlerin pour rallier des acteurs, forces vives derrière cette ambition et ce projet un peu fou. Et il y a vraiment, pour moi, un triangle qui s'appelle le triangle de l'action, où évidemment, on doit être centré sur les usagers et les citoyens, puisqu'on va réinventer ces usages de façon totalement désirable et irrésistible. Mais il nous faut des acteurs économiques, et il faut travailler aussi avec les pouvoirs publics. Et ça a été la naissance de la coalition de la maison à 50 litres, où évidemment, en tout en haut de la charte, on va réinventer les usages à l'intérieur de la maison, de façon irrésistible. Et évidemment, on va probablement avoir une interaction avec le réseau d'eau, probablement des réseaux plus décentralisés, plus souples, pour pallier au fait qu'on n'a plus que 50 litres et non plus 150 ou 500. Et on travaille sur les 3 fronts de réduction d'eau, éliminer l'eau quand on n'en a pas besoin, ou réutiliser l'eau. Ces 3 différents paliers d'innovation finalement qui nous donnent, on a énormément de latitude pour innover. Et évidemment, le citoyen va être au centre du jeu parce qu'on veut créer une expérience irrésistible. On a rallié tout un tas d'acteurs économiques, des entreprises que vous connaissez, probablement vous reconnaissez les sigles, Ikea, Electrolux, L'Occitane, Kohler. Kohler est le plus grand manufacturier de salles de bain dans le monde entier. Holcim, Grundfos, vous connaissez probablement beaucoup de ces sigles. Et on travaille aujourd'hui avec la mairie de Phoenix aux États-Unis. Alors, Procter & Gamble, évidemment, est une multinationale. Il y a un gros centre de gravité aux États-Unis, donc on a commencé là-bas. Phoenix est très intéressant parce que Phoenix est la 5e ville la plus grande des États-Unis aujourd'hui et la numéro 1 en termes de croissance. La numéro 1, la première ville aux États-Unis en termes de croissance démographique. Ils ont juste un tout petit problème. Ils sont dans un désert. Et la rivière du Colorado est en train de s'évaporer. Donc c'est un acteur fondamental pour nous. C'est de comprendre comment on va résoudre ce problème de croissance et en même temps d'irrésistibilité. On travaille aussi avec la mairie de Los Angeles. En fait, notre ambition, c'est d'avoir 30 villes dans le monde d'ici 2030. Dernière étape, et pas la moindre. En fait, je l'ai probablement mis en dernier parce que pour moi, c'est la plus importante et je voulais rester là-dessus. Il faut absolument innover en étant 100% centré sur les vrais problèmes du quotidien. Et ça va être très offensant ce que je vais dire, mais le développement durable n'est pas un vrai problème du quotidien. Pas du tout. En fait, quand je passe du temps chez les consommateurs, je ne me présente jamais comme un innovateur sur l'innovation durable. Et pour 90% des entretiens que j'ai avec les consommateurs, je reparle en n'abordant même pas le sujet du développement durable. Les gens ont des problèmes avec leurs parents souffrants, les enfants qui ratent à l'école, pas assez d'argent pour payer leurs factures. Donc il faut vraiment essayer de comprendre dans cette première bulle quels sont leurs vrais problèmes et comment on va les résoudre. Et évidemment, tout l'art, toute l'innovation va être de faire l'intersection avec comment va la durabilité. C'est de trouver ce point d'intersection entre le vrai problème du quotidien qui concerne les gens, nos consommateurs, les citoyens, et comment on peut intersectionner ça avec la science et les modes de vie plus durables. Alors un exemple. Quand on regarde, et ça c'est une slide qui est européenne, hein, mais quand on regarde l'empreinte écologique quand on fait sa lessive, 60% de l'empreinte écologique quand on fait sa lessive, c'est la température de lavage. On lave à 40, 60, ou on lave à 30, on a une réduction d'énergie de 60%. Si on lave à froid, c'est 90%. Mais de dire aux gens, lavez à froid parce que vous allez réduire votre empreinte écologique n'a aucun sens. En revanche, on sort tous d'une crise énergétique absolument désastreuse. Les prix ont explosé. On a très vite vu, en parlant à nos consommateurs, que c'était un problème absolument insoutenable. Et donc, évidemment, on développe des technologies qui permettent d'avoir un linge impeccable à froid.
Et on ne leur a pas dit, bah, vous pouvez laver à froid, comme ça vous sauverez la planète. On a dit, vous laverez à froid et vous allez économiser 60% de votre facture énergétique. Et ça a été très porteur. Et on a vu la réduction des températures, on le mesure, on le traque en fait, de façon très méthodique, la réduction de la température de lavage. Et donc, ces gains économiques que le consommateur faisait. Voilà, cet exemple concerne les machines à laver, j'ai parlé de douche. En fait, on est en ce moment dans un pilote à Los Angeles où on a rétrofité 15 maisons avec différents produits, nos produits les plus efficaces en eau et en énergie, l'électroménager d'Electrolux, les différents sanitaires de Ikea et de Kohler, tous ensemble pour créer des conditions de vie qui soient meilleures. Et en fait, les premiers résultats nous montrent que ces consommateurs sont absolument ravis et heureux de tester ces technologies. C'est totalement rétrofitable. On ne démonte pas de murs. C'est des pommeaux de douche, c'est des machines à laver. Donc il n'est pas question de démonter des murs ou de casser quoi que ce soit. Et ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'on a baissé de 24% la consommation d'eau et en même temps la consommation d'eau chaude. Donc c'est un double effet carbone-eau. Ah, il y avait une dernière slide. Mais juste comme je vous ai promis qu'on allait mettre le feu, on va voir maintenant pourquoi je parlais de feu. F comme un rêve fou et fédérateur. E comme engagé, les partenaires et le triangle de l'action, citoyens, acteurs économiques, pouvoir public. U comme être ultra centré sur ce qu'ulcèrent les consommateurs. Merci de votre attention.